Alors, vous me faites justement la transition avec Gérard de Pauvreville, qui, je crois, est d'accord avec votre démonstration, mais qui pose la question du s'il y a une hausse de la dépense collective, est-ce qu'on peut améliorer le rendement social de cette dépense, et notamment de l'innovation thérapeutique? Oui, je ne sais pas si c'est la question que j'ai traitée dans le rapport. La question que j'ai traitée dans le rapport renvoie plutôt, enfin, en fait, est assez en écho avec ce que vient de dire Philippe Aghion. Clairement, du fait du financement socialisé des dépenses de santé en France et dans beaucoup de pays développés, la question se pose effectivement du rendement social de cette dépense collective par rapport à la santé. Mais en termes de santé, ça c'est un premier problème. Et avec effectivement aujourd'hui, pas simplement aujourd'hui, mais dans le passé déjà, une interrogation sur cet investissement et son rendement en santé, et surtout une interrogation sur la rentabilité collective des innovations thérapeutiques. Il y a un questionnement effectivement sur le rendement de ces innovations. Il y a un questionnement sur la vraie valeur ajoutée de ces innovations en matière de santé. Donc il y a une tension évidente aujourd'hui, compte tenu des difficultés de financement des systèmes de protection sociale. Il y a une tension évidente sur l'allocation des ressources, qui contribue effectivement à aujourd'hui, dans les débats publics, dans le court terme, évidemment, dans la gestion annuelle budgétaire, à mettre plus l'accent sur les coûts que sur les bénéfices liés à cet investissement en santé. Donc il y a une vraie tension qui s'est créée sur ces questions. Et puis, il y a cette tension et finalement cette focalisation à court terme sur le financement des dépenses de santé occulte un aspect finalement de ce financement, occulte un aspect quand même essentiel qui est que non seulement, je dirais, les dépenses de santé, non seulement l'investissement dans les services de santé et donc l'investissement dans l'innovation thérapeutique pour améliorer la santé de la population, crée de la santé, améliore la santé des populations, a un impact positif. Je reviendrai sur ce point. Mais en fait, on oublie par derrière que le système de services de santé lui-même, d'une certaine façon, est créateur de richesse économique. Il y a une étude assez ancienne qui a été réalisée par l'IRDES il y a maintenant, peut-être réactualisée depuis, mais qui montre que le secteur de la santé, les services de santé en général, en incluant l'industrie, mais représente 6% du PIB en France. En 97, représentait 6% du PIB. Donc non seulement les services de soins de santé sont créateurs de richesse, mais le fait qu'on ait une industrie dynamique en matière de production de biens de santé, que ce soit l'industrie du médicament ou que ce soit l'industrie des biens, des services et des dispositifs médicaux, est elle-même créateur en fait de surplus économique. Alors, il est créateur de surplus économique sur deux plans. D'une part, en améliorant la santé des individus, d'autre part, simplement, en termes de création de revenus qui sont redistribués en termes de dividendes pour les actionnaires, mais aussi en termes de salaires pour des employés, et en termes d'investissement. Et en plus de ça, dans le secteur de la santé, ce qui est quand même extrêmement... une des caractéristiques de cet investissement dans le secteur de la santé, c'est que ce sont des investissements dans des emplois hautement qualifiés à très forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que investir dans l'innovation en santé, c'est le cas aussi d'autres secteurs industriels. Il n'y a pas que la santé qui a cette caractéristique, mais il est clair qu'investir dans l'industrie de la santé, c'est aussi, d'une certaine façon, valoriser la création et la production de connaissances de la recherche publique. Donc c'est offrir des débouchés effectivement pour le développement et la production de connaissances de la recherche publique, mais c'est aussi évidemment favoriser un retour positif finalement sur la croissance et contribuer à la croissance. Donc on oublie un peu ce volet, c'est-à-dire que finalement quand on réfléchit à l'investissement dans les services de soins de santé, on a dans le fond plusieurs bénéfices. Le premier bénéfice essentiel, et c'est la finalité des services de santé, bien sûr, le premier bénéfice, c'est d'améliorer la santé des individus. Quand on fait ça, ça a une valeur en soi. Je veux dire, personne n'a envie d'être malade, je crois. Ça a une valeur en soi. Mais ça a une valeur en soi qui permet aux individus de se projeter dans l'avenir, de mener des projets professionnels et personnels. Donc, par contre-coup, ça a aussi une valeur, par conséquence plutôt, ça a aussi une valeur économique
au sens de la capacité qu'a un pays, la capacité de produire, de la capacité d'innover, de la capacité d'inventer. Donc ça a évidemment une conséquence économique directe, en fait, en termes de création, de potentiel de création de richesse dans un pays. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça a aussi une valeur économique, on pourrait presque dire beaucoup plus prosaïque, qui est de la création de la richesse, tout simplement par de la création de la richesse industrielle et économique, donc créer des emplois et développer une économie. Donc c'est ces trois volets qu'il faut prendre en compte quand on s'intéresse effectivement à l'impact de l'innovation en santé. Alors ça, c'est particulièrement vrai sur l'industrie pharmaceutique. Alors, c'est particulièrement vrai sur l'industrie pharmaceutique. Alors, il y a une étude qui a été faite tout à fait intéressante il y a 3 ans maintenant, sur l'année 2004, qui montre qu'effectivement, l'industrie pharmaceutique, la production de l'industrie pharmaceutique représente un peu plus de 2% du PIB en France, qu'elle est bien entendu un employeur important, et non seulement un employeur important en termes d'emploi direct, mais aussi indirect, puisque un emploi dans l'industrie pharmaceutique, il a été estimé que c'est générer 3 emplois supplémentaires, donc au total un pouvoir multiplicateur assez important. Bien sûr, l'industrie pharmaceutique contribue aux finances publiques par les impôts et les taxes qu'elle paye au niveau du territoire. Et surtout, ce qui est assez intéressant, ça tout le monde le sait, c'est que l'industrie pharmaceutique fait partie de ces industries qui sont celles qui investissent le plus en recherche et développement. Et à nouveau, là, je dis que pour moi, c'est vraiment une caractéristique importante. Cet investissement en recherche et développement, c'est des investissements sur de la très haute valeur ajoutée, sur des personnes extrêmement qualifiées. C'est des investissements aussi qui peuvent avoir des retombées positives sur la recherche publique, sur la recherche fondamentale et sur la recherche publique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'industrie pharmaceutique offre des débouchés, des possibilités de développement, des découvertes qui sont faites dans la recherche fondamentale. Juste un point là-dessus, d'ailleurs, ce qui est important, je crois, de dire sur cet aspect-là, c'est qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, je dirais, mais aucun gouvernement tout seul n'a la possibilité de financer l'ensemble des développements possibles des développements qui sont possibles et qui sont liés effectivement à la production de connaissances. Les pouvoirs publics ne peuvent pas à la fois investir dans la production de connaissances fondamentales et poursuivre le financement du développement de toutes les applications de cette connaissance fondamentale. Il y a nécessairement l'introduction d'un acteur économique preneur de risque, donc un industriel, qui va faire le pari effectivement du potentiel d'application de ces découvertes et qui va bien entendu vouloir se rémunérer sur le pari qu'il a pris. Donc je crois que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est quasiment impossible de penser, d'une certaine façon, que les pouvoirs publics vont pouvoir créer toute cette richesse tout seuls. Il va falloir qu'il y ait un partenariat qui existe, bien entendu, entre l'industrie et les pouvoirs publics. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut mesurer l'impact des dépenses de soins sur la santé des populations parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. Alors tout à fait, c'est là le cœur du problème. Il y a toujours un fond de critique radicale à l'égard de l'utilité des services de soins de santé et par contre-coup des innovations thérapeutiques. Il y a toujours un courant radical qui a été qui date pas d'aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de landmarks en fait intellectuels qui ont marqué le débat. Certains se rappellent Ivan Illich, mais de façon plus structurée, peut-être avec des études empiriques assez approfondies. Il y a un épidémiologiste écossais, Thomas McEwan, a publié dans les années 70 un livre montrant que finalement les progrès, l'augmentation de la longévité, la diminution de la mortalité dans les pays développés a probablement pas été due principalement aux services de santé, mais à un certain nombre d'investissements dans l'hygiène publique, dans l'amélioration de la nutrition, de l'alimentation de la population, etc. Donc il y a un fond, on pourrait dire aujourd'hui que dans le débat, il y a certainement un fond de critique radicale de l'utilité des services de soins de santé et de leur contribution réelle à l'amélioration de la santé de la population. Ce que j'ai voulu faire dans le rapport, c'est quand même reprendre les éléments empiriques qui montrent que c'est peut-être un faux procès. C'est peut-être un faux... Alors je vais essayer d'aller directement... Pardonnez-moi, une précision.
la prévention, vous la mettez de quel côté dans votre affaire? Vous voulez dire, la prévention fait partie de l'investissement fait par les services de santé, bien sûr. D'accord. Dans l'amélioration de la santé. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr que ce que je dis ne veut pas dire ne veut pas dire qu'il n'y a pas des facteurs déterminants de l'amélioration de la santé de la population qui sont en dehors du système de soins. C'est évident. Des investissements, par exemple, dans la sécurité routière, des investissements dans la qualité environnementale, des investissements sur l'amélioration des conditions de travail ont évidemment un impact sur l'amélioration de la santé des populations. Emmanuel Vigneron me dira tout à l'heure que l'investissement dans la réduction des inégalités sociales est aussi un investissement extrêmement rentable en matière d'amélioration de la santé des populations. Donc il y a évidemment des facteurs extérieurs au système de soins qui contribuent à l'amélioration de la santé de la population. Mais la critique radicale dont je vous parle conduit presque à dire, finalement, au fond, investissons dans tous ces facteurs extérieurs, ça vaut peut-être plus tellement la peine d'investir dans le système de santé en tant que tel, parce qu'au fond, le rendement marginal est relativement faible. Voilà. Donc, ce qui m'a paru intéressant, c'était, parmi les questions que j'ai étudiées, c'était de regarder quelles étaient les études empiriques publiées de bonne qualité qui questionnaient finalement cette critique radicale, et non seulement qui questionnaient cette critique radicale, mais qui regardaient aussi quelle était la contribution spécifique de l'innovation thérapeutique dans ces améliorations. Je vais simplement aller rapidement à cette... Là, je ne cite dans ma présentation qu'un petit nombre d'exemples. Les autres, vous les trouverez dans le rapport. Par exemple, un travail qui a été fait et publié récemment par deux de mes collègues, John Nixon et Philippe Ullmann, qui ont fait un travail économique, qui ont fait deux choses. Ils ont fait une revue de la littérature, des études qui essayent de façon rigoureuse de faire le lien entre dépenses de santé et effectivement amélioration d'un certain nombre d'indicateurs de santé, donc la longévité bien sûr, mais aussi la mortalité infantile et puis d'autres indicateurs de soins. Et ils ont répété ces études avec un panel de pays de l'OCDE, dans 15 pays européens, plutôt de 80 à 85, c'est 80 à 95, excusez-moi, il y a une faute de frappe, pour estimer quels étaient les gains de longévité obtenus grâce aux dépenses de santé. Ils ont mis en évidence que en fait, cet impact des dépenses de santé était quand même assez substantiel, puisqu'il est de 2,6 années pour les hommes et de 2,8 années pour les femmes, une baisse sensible du taux de mortalité, mais surtout, en extrapolant leurs données à la France en particulier, finalement un investissement qui n'est pas très coûteux, puisqu'un coût par année de vie gagnée, estimé par rapport à leur modèle, serait de l'ordre de 17 000 euros. 17 000 euros, c'est largement inférieur à un certain nombre de dépenses ou d'investissements collectifs qu'on fait dans d'autres secteurs que la santé. Je voudrais ensuite, j'ai essayé plutôt... Ah, ça va pas, voilà. J'ai essayé de regarder des études publiées sur un certain nombre de domaines de pathologie. Voilà. Sur un certain nombre de domaines de pathologie, il y a... parce que finalement, Philippe Aguillon disait qu'on avait des difficultés effectivement à la fois d'instrumentation, mais aussi des difficultés de collecte de données pour montrer de façon agrégée quel est l'impact des innovations thérapeutiques, par exemple sur la longévité ou sur l'amélioration de la santé en général. Souvent, en étant plus spécifique, c'est-à-dire en travaillant sur des domaines de pathologie particuliers, on arrive à être plus précis et on arrive à des résultats qui sont plus probants. Notamment, pour citer un certain nombre d'études qui ont été faites sur le cancer, qui sont des études de comparaison internationale, donc à la fois transversale et aussi longitudinale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au progrès de la longévité sur la longue période. Et ce qu'on regarde, c'est est-ce que le gradient, est-ce que la différence de rythme d'adoption d'innovations thérapeutiques majeures dans le domaine du cancer font une différence entre les pays sur les gains en termes d'espérance de vie. Et il dit oui, en fait. Il dit qu'un gradient, un différentiel observé de 20% du taux de médicaments nouveaux dans le temps entre les pays se traduirait à un an par une amélioration relative de la survie pour le cancer de quasiment 26 à 39%. Donc il y a un différentiel entre les pays qui adoptent plus ou moins rapidement des innovations, il y a un différentiel en termes de résultats.
Toujours dans un domaine des pathologies cardiovasculaires, là j'ai emprunté à mon collègue Panos Canavos un certain nombre d'exemples qu'il utilise. J'ai pris un domaine particulier que celui du traitement de l'hypertension, et en fait il cite un article de Cutler et al. Qui est sorti dans Health Affairs qui montre que l'absence de prise en charge de l'hypertension aurait abouti aux États-Unis à un excédent de 86 000 décès prématurés dans la population de 40 ans et plus. Maguire et Raikou, en 2006, ont estimé que les gains liés à une augmentation de la longévité, les gains économiques, alors là on retombe sur la valeur économique, liés à une augmentation de la longévité sur la période 70-2000 à quasiment 3 trillions de livres, soit 2 années de PIB du Royaume-Uni. Donc là, c'est la démonstration que cet investissement dans l'augmentation de la longévité liée au développement des services de santé est un investissement qui produit de la richesse au niveau national. Alors, une dernière question. Dans notre système, l'assurance maladie. L'assurance maladie qui conduit toujours à se poser la question des déficits sociaux à côté des déficits publics. Quel est son impact sur la croissance ? Ça, c'est une question difficile. En fait, l'impact sur la croissance des dépenses de l'assurance maladie est traité en fait de façon indirecte, est traité au sens où on s'intéresse au niveau global de prélèvements obligatoires en France, et notamment les prélèvements sociaux, leur impact effectivement sur la compétitivité de l'industrie nationale, notamment par le biais du poids du coût du travail, et par conséquent effectivement sur la croissance économique dans son ensemble. Le problème, c'est qu'on a peu d'études empiriques qui se focalisent uniquement sur les dépenses d'assurance maladie en soi, en fait, et l'impact effectivement du progrès de ces dépenses d'assurance maladie sur la croissance économique. Ce qu'il y a, c'est que finalement, et puis quand on regarde entre différents pays, on s'aperçoit qu'on a des résultats contradictoires. Je n'ai pas fait moi-même les études économétriques, et je pense que des gens comme Philippe seraient certainement beaucoup mieux armés que moi, méthodologiquement et intellectuellement, pour les faire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a les différentiels de poids de prélèvement obligatoire ne sont pas nécessairement des facteurs explicatifs de différentiels de croissance. Alors, donc, là-dessus, par ailleurs, si on réfléchit au montant, si on réfléchit au volume, c'est comme la contribution des dépenses d'assurance maladie finalement à la dette, à notre dette globale, est certes importante, mais certainement pas majeure par rapport à la contribution d'autres investissements dans les services collectifs qui sont peut-être moins créateurs de richesse. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est à relativiser finalement le poids des dépenses d'assurance maladie en tant qu'elles seraient un frein à la croissance. Notamment parce que, en fait, pour résumer, en fait, on dispose de peu d'études comparatives qui permettraient de dire que les dépenses d'assurance maladie, par rapport à des investissements dans d'autres dépenses collectives, sont plus ou moins rentables collectivement et coûtent plus ou moins cher à la collectivité et ont un impact plus ou moins fort sur la croissance. Le problème, il est plutôt lié au mécanisme, au mode de financement de ces dépenses d'assurance maladie, donc avec ce partage en France qu'on a entre cotisations sociales et maintenant impôts. Peut-être que c'est plus à regarder dans la façon dont on finance l'assurance maladie que la question se pose, plutôt que le montant global des dépenses d'assurance maladie. J'ai vu que Philippe Aghion opinait du chef. Non, je suis entièrement d'accord. Tout à fait d'accord. Bien.